Depuis que la vie est apparue sur Terre, il y a environ 3,5 milliards d'années, 5 grandes extinctions de masse ont eu lieu. L'extinction de l'Ordovicien, où les espèces ont disparu de 60 à 70% du fait d'une période glaciaire intense, l'extinction du Dévonien, lors de la disparition de l'oxygène dans l'océan emportant jusqu'à 75% des espèces, celle du Permien, la plus connue, lors de la mise en place d'une grande province magmatique sur le nord de la Russie, augmentant la température de la Terre et détruisant 95% du vivant, dont presque tous les insectes, celle du Trias, dont les causes sont encore incertaines, et enfin celle du Crétacé, lorsqu'une météorite et la formation des trappes du Décan en Inde détruisirent 75% du vivant. Toutes ces extinctions ont eu lieu bien avant l'histoire de l'humanité, et leurs récits n'ont de place que dans nos livres d'histoire et nos muséums. Pourtant, le terme d'extinction de masse a refait son apparition pour désigner non pas le passé, mais notre futur. L'homme serait responsable d'une 6e extinction de masse, menaçant la vie sur Terre. Et pourtant, l'imaginaire apocalyptique d'une extinction de masse a du mal à trouver un écho dans ce que nous vivons aujourd'hui. Alors de quoi parle-t-on vraiment lorsqu'on parle d'extinction ? Où c'est que tu as trouvé du feu? Je crois que c'est en 2002 ou 2004, je sais plus, ils ont filmé un calmar en train de chasser. Et genre, ça chasse vraiment quoi. T'as plein de poissons. Et t'as le grand qui fait les 15 mètres avec... Ouais, c'est ça. Il est terrifiant, genre il a des griffes au bout des tentacules. Et genre, d'après la taille des mecs, il y en a qui estiment que ça peut être gros. Parce que certains... Et t'as celui de Hamilton qui est un peu sur le même principe, dans une taille plus petite. Je me trouve actuellement sur le site paléontologique d'Anjac, qui est un des gisements fossilifères les plus connus au monde. Le site est dirigé par le chercheur au Muséum national d'histoire naturelle Renan Alain, et son équipe et lui ont trouvé plus de 60 000 fossiles au cours des 13 dernières années. Ce site est daté de 140 millions d'années, ce qui correspond à une période de transition entre le Jurassique et le Crétacé. Et à cette période, il est réputé avoir eu une grosse extinction de masse. Donc c'est un site parfait pour comprendre ce qu'est vraiment une extinction de masse. On est sur le site d'Anjac-Charente, dans les sédiments qui renferment les fossiles du gisement, donc essentiellement des argiles qui sont assez meubles, et donc on peut décaper à l'aide de cet instrument qu'on appelle une truelle. Donc on enlève motte par motte, on regarde dessous pour vérifier la présence ou non d'ossements. S'il n'y a rien, on les met dans des seaux qui seront évacués sur un tas de déblais dès qu'ils sont pleins. Quand on tombe sur des ossements, donc qui peuvent se présenter de deux types, comme celui-ci par exemple, c'est un ossement assez roulé, sans forme générale. En fait, ça correspond à un fragment osseux d'un grand os d'un grand dinosaure, probablement du sauropode ici. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas reconnaître l'os auquel il appartenait, c'est juste un fragment. Donc on va le mettre dans une barquette qu'on va remonter, tous ces ossements seront lavés. En revanche, si on tombe sur des ossements un peu plus informatifs, que ce soit au niveau de l'anatomie, on arrive à reconnaître l'os, ou alors au niveau de l'espèce à laquelle cet os appartenait, et bien là, cet os, on va le laisser en place. Donc, comme par exemple, ça c'est un bout d'os, un fragment de plastron, donc la partie ventrale de la carapace d'une tortue.
Après, on a trouvé. Alors, nous, pour nous, c'est du jugal de croco, mais on n'est pas sûr. J'allume mon ordi. Côte de sauropode, on verra, elle est assez épaisse. Ah oui, je suis fort. C'est ce que je pensais aussi. Ah, il faut que j'y aille, moi. Il en manque, il faut voir ce qu'il manque. Il en manque. La 3, Il me semble qu'il en manque. Là, sur ce côté-là. Là-dessus, là. Ouais. vas jusque-là Même ici au bout, là, j'ai l'impression. Aïe. C'est pas. À gauche. Alors, fémur gauche. Les coqueurs, ça actuel. Bon, les riz dégueulasses, mais ça, Les affaires sont. Et il a réussi à... Ouais, Il est fort, hein. c'est vrai qu'il est plutôt pas mauvais. Hein. Il est assez fort en tortue, hein, parce que moi, tu m'aurais montré ça, je t'aurais dit que ça partait dans Bah, la voilà, catadrouille. c'est ce que Ah, j'ai là, fait, et ouais, après là, il l'a t'as- reconstruit. Là, t'as la suture. Ouais, Bon, bah écoute, là, je suis la vie du maître. la vie du maître. Attention, ça va mouiller ton Donc, cahier. tu vois, tu as les petites cupules d'érosion qui sont en surface. Donc c'est ce qu'on trouve sur les ostéodermes de crocodile, sauf que là il y a beaucoup d'épaisseur. Et il y a des petits foramen de l'autre côté. Donc là en fait on est sur un fragment de crâne de crocodile. Et d'après ces messieurs dames, ça serait un jugal, donc un os qui se trouve sur le maxillaire. Et ça, personne te l'a déterminé. Si, Raphaël dit peu près. C'est quoi? Et Claire, elle disait par contre une côte cervicale. c'est une côte cervicale, ça c'est pas une... Primé aussi, il disait côte T'as cervicale. le capitulum, tuberculum, t'as le truc qui est là, ça va avancer et tu vas avoir T'as ta la lame grande qui va épine là te derrière. rentrer. Là. D'accord. Du coup, elle est là dedans. Donc ça c'est une extrait maximale de côte cervicale. Ici, nous sommes à Angeac-Charente, donc dans la vallée de la Charente, sur un site paléontologique qui est exploité depuis 2010 et qui renferme des restes de vertébrés qui datent du Crétacé inférieur, vieux de 140 millions d'années. Donc là je reporte, on va avoir un numéro par os, donc c'est le 7789e os qu'on a trouvé. Les CG là ça correspond aux zones de fouille, chaque zone va avoir son numéro. Après il y a une détermination, donc la détermination de terrain qui est notée. Après ça c'est les niveaux stratigraphiques où on se trouve dans les argiles. Et ça c'est le point de mesure qu'on va prendre avec le théodolite derrière. Il a lu, il est où? Donc là je suis en CG15. Non, il est posé sous un truc. Je vais filer à Maxime pour qu'il soit protégé. Ouais. Et ça. T'es fatigué. Et ça par contre, c'est Métapode slash Et radius. tu sais, tu peux passer par là, je pense. T'as le droit. Donc on est Ah oui, si tu pètes le drain, là, on est mal. Donc on est à 140 millions d'années, on est à un moment un petit peu clé, c'est-à-dire qu'il y a une grande régression, c'est-à-dire que la mer va se retirer. Donc la Charente, qui à l'époque était encore sous l'eau, on va avoir des zones qui vont émerger et donc on va avoir la mise en place de dépôts continentaux, donc continentaux des animaux terrestres qui vont vivre. Et ici on était dans un marécage, il devait y avoir un cours d'eau assez important à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres de là. Et en fait, ce cours d'eau, à certains moments de l'année, devait déborder et créer ce qu'on appelle une plaine d'inondation. Et donc là, on est en train de fouiller cette plaine d'inondation, ces espèces de marécages qui étaient au bord du cours d'eau. Et dedans, on va donc trouver toute la faune qui existait à l'époque dans la région.
Donc voilà, alors pour le lavage, c'est très simple. Donc comme je te l'ai dit, c'est juste à l'eau, brosse à dents, brosse, pinceau si jamais c'est trop fragile. Donc on récupère tous les morceaux, on garde les morceaux composites ensemble. Tu sais que Et après, on peut voir ce qui est pertinent ou pas. Là, ça a l'air de rien, mais là, on a des dents de sauropodes. Il y a une dent de sauropode qui malheureusement a explosé à la fouille. On collecte. Tout un tas de choses ont été déterminées sur le terrain, mais que Ronan a décidé de ne plus coter ou de ne pas coter. Donc les petits fragments de tortue, les bouts de poisson, les écailles de poisson, les vertèbres de poisson. Là, il vient juste d'enlever une là. Une petite vertèbre là, juste là. Ouais. Minuscule. Et puis... Et au passage, avant de trier, du coup, ça permet de voir des fois aussi certains fossiles qui, au début, on pensait qu'ils n'étaient pas pertinents quand ils n'étaient pas propres. Et en fait, en les nettoyant, là, on se rend compte qu'il y a vraiment... Voilà, ça nous permet de vérifier en fait qu'il qu'il n'y a pas eu d'erreur. Parce que là, tu vois, quand tout est sec, lavé, séché, en fait, tout apparaît. Là, par exemple, c'est un morceau de bois. Et dès qu'il a séché, et bien là, maintenant, on est sûr que c'est du bois. Le fouilleur a dû hésiter. Il a décidé de le garder. Donc là, maintenant, lavé, séché, on sait que c'est pas intéressant. On peut le jeter. Quand on est sur un gisement, évidemment, une des premières choses qu'on veut faire, c'est de dater les gisements. Et quand on a commencé à travailler sur Angeac, on avait d'autres gisements qui sont connus dans la région, qui dataient de la fin du Jurassique et du début du Crétacé. Donc pour nous aussi, se poser la question de savoir, est-ce qu'on est Jurassique ou est-ce qu'on est Crétacé ? Et là, on est vraiment au tout début du Crétacé, donc c'est un étage géologique qui s'appelle le Berriasien. Et on a pu le dater grâce à des micro-algues, des algues calcaires qu'on appelle des charophytes. Et donc c'est un moment clé parce qu'en fait, on connaît très bien les faunes de vertébrés de la fin du Jurassique. Donc le dernier étage du Jurassique s'appelle le Tithonien. Et on connaissait très peu les faunes du premier étage du Crétacé, donc du Berriasien. Et donc ce qui est très intéressant avec cet âge berriasien, c'est qu'en fait, on connaît très bien les faunes et la flore du Tithonien. On la connaît de façon à peu près globale partout dans le monde. Mais par contre, on a très peu de gisements qui datent du Berriasien. Donc en fait, notre gisement va permettre d'enregistrer une faune et une flore qui est au-delà de la limite entre le Jurassique et le Crétacé. Et donc on va pouvoir comparer ce qu'on a, la faune et la flore continentale qu'on a de part et d'autre de la limite grâce au site d'Angeac. Les extinctions de masse, c'est quoi? C'est des périodes de temps où la biodiversité globale, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, va chuter de façon très importante. On a 75% des espèces, que ce soit des espèces marines, des espèces terrestres, mais aussi de la flore, qui vont disparaître durant ces épisodes. Donc c'est des moments où on va complètement remodeler la biodiversité, c'est des moments où on va complètement remodeler les réseaux trophiques. Pour avoir une extinction de masse, il faut que cette extinction de masse, elle soit globale et générale. Si on parle de la disparition d'animaux sur une localité précise ou un lieu précis, ça n'a pas valeur au niveau mondial et donc on ne peut pas parler d'extinction de masse. Donc il y a cette notion de globalité et puis après il y a la notion de durée aussi. Cette extinction de masse, si elle se produit sur 10 millions d'années, c'est pas une extinction. C'est un bruit qui fait qu'on a des perturbations, mais c'est pas quelque chose de rapide. Une extinction de masse, ça intervient en moins d'1 million d'années à l'échelle des temps géologiques. Donc c'est quelque chose de vraiment très rapide. Il y a donc plusieurs critères qui doivent s'appliquer pour définir une extinction de masse. Le premier critère est un critère de nombre. Il faut qu'il y ait au moins 75% du monde vivant qui ait disparu. Le second critère est un critère géographique. Il faut que cette extinction de masse ait eu lieu sur l'ensemble des continents, sur l'ensemble de la Terre. Le troisième critère est un critère d'échelle de temps.
il faut que cela se soit produit sur une échelle de temps assez courte à l'ère géologique, c'est-à-dire quelques millions d'années. Le site d'Angeac est donc un bon exemple de ce qu'est une extinction de masse parce qu'il vient rappeler l'utilité et la nécessité de ces critères. Là, on est juste... J'ai peur de dire une bêtise. Je crois qu'on est au Crétacé inférieur, justement. C'est ça, on est au Crétacé inférieur. On est il y a 140 millions d'années. C'est toujours un peu... La limite est un peu difficile à dire, mais enfin, là, on est sûr qu'on est il y a 140 millions d'années parce qu'on a pu dater le site avec des micro-restes. Et là, vraiment, on se retrouve dans cette période charnière et c'est super intéressant parce que, en fait, la plupart du temps, on fait des limites entre les aires géologiques parce qu'il y a une grande crise biologique et on se rend compte avec des sites comme celui-ci qu'en réalité il n'y a pas tellement de disparition de faune puisqu'on est dans un site qui est très très riche en fossiles. Donc en fait la limite Jurassique-Crétacé semble avoir beaucoup moins de sens en fait sur un site comme ça. Si bien qu'on peut même se demander le sens d'avoir effectivement fait une limite entre Jurassique et Crétacé finalement. Alors qu'il y a effectivement une grosse crise entre le Trias et le Jurassique, c'est le cas, ou entre le Crétacé et le Paléogène, qui est bien connu puisque c'est la fin des grands dinosaures. Mais c'est vrai qu'ici, du coup, on est dans un site vraiment très fossilifère et pourtant, il y a quand même une limite entre les deux. Donc en fait, quand on a défini la limite entre le Jurassique et le Crétacé, ça a été fait il y a très longtemps. Ça a été fait au 19e siècle et c'est quelque chose qui s'est surtout fait à partir des faunes marines, donc des animaux, des ammonites, des choses qu'on retrouvait dans les océans. Et ça a été fait sur des faunes marines qui sont essentiellement européennes. Et en fait, comme il y a cette grande régression, cette époque, ce moment où la mer va se retirer, il est probable qu'en fait, ce qu'on a enregistré au 19e siècle, c'était plutôt un changement d'environnement plutôt qu'une extinction. Et donc c'est intéressant d'avoir le point de vue, j'ai envie de dire, des animaux terrestres, de ce qui se passe sur les continents. Et donc ici en Angeac, c'est exactement ce qu'on va avoir. Et donc on va avoir des animaux qui avant n'étaient connus qu'au Jurassique qu'on va retrouver. Par exemple, on a une tortue, Pleurosternum bullocky, qui est la tortue qu'on trouve essentiellement sur le site. On la connaît au Jurassique supérieur, mais on la connaît maintenant aussi. On va la connaître au Berriasien, on va la connaître à Angeac. On a un autre exemple assez parlant, c'est le stégosaure. Les stégosaures, donc la famille des dinosaures à plaques. Ces stégosaures, il y a un stégosaure européen qui est connu au Jurassique qui s'appelle Dacentrurus. Et en fait, à Angeac, on a aussi du Dacentrurus. C'est le plus jeune Dacentrurus connu parce que c'est le seul Dacentrurus qui est connu après la limite Jurassique-Crétacé. Donc c'est vrai pour les gros animaux, c'est vrai aussi pour les tout petits animaux. Par exemple, on va avoir des requins d'eau douce. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des requins qui pouvaient vivre dans les cours d'eau sur le continent. Et on a par exemple une espèce de requin qui appartient au genre Parvodus, qu'on connaissait avant simplement au Jurassique supérieur et qu'on va aussi retrouver à Angeac au Berriasien. Alors là, on est à la station de lavage où on nettoie les fossiles qui remontent de la fouille et on regarde aussi les petites dents. Et alors ça, c'est quelque chose de très particulier. En fait, c'est une petite dent de requin d'eau douce qui a été grossie x50. Donc c'est une impression 3D de quelque chose de très petit qu'on ne peut pas voir normalement à l'œil nu. Et donc c'est important parce que en fait, ce requin qui s'appelle Parvodus est connu dès le Jurassique supérieur et on va le retrouver en Angeac au Crétacé inférieur. Donc c'est une de ces espèces qui nous montre qu'entre le Jurassique et le Crétacé, il n'y a pas de changement de faune et qu'on trouve les mêmes requins de part et d'autre de la limite. Donc c'est vrai pour des requins, et puis ça va être vrai aussi pour d'autres petits animaux. Là, on est sur des dents de mammifères qu'on appelle les multituberculés. Ces dents-là, on les connaît par centaines quasiment dans des gisements portugais. Et donc on a pu comparer celle d'Angeac à celle de ces gisements et on voit qu'on a
des animaux, des espèces même qui sont quasiment presque équivalentes. Donc là aussi, on n'a pas de problème pour montrer que les multituberculés vivaient déjà au Jurassique supérieur, ont passé la limite Jurassique-Crétacé et on va les retrouver au Crétacé inférieur. Mais revenons au présent maintenant. Pourquoi est-ce qu'on peut vraiment parler d'extinction de masse aujourd'hui ? Robert Watson, ancien directeur du groupe d'experts sur la biodiversité à l'ONU, précisait dans un rapport de mai 2019 que nous n'aurions perdu que 2% du monde vivant depuis les 500 dernières années. Mais il continue en expliquant que le rythme de disparition des espèces est jusqu'à plusieurs centaines de fois supérieur à la moyenne des 10 derniers millions d'années. À ce rythme, nous pourrions atteindre le triste pourcentage des 75% d'ici 240 à 540 ans. Il manquait juste de... Ah si, ton lit. Ce qui compte, c'est qu'il Hein, Luc? Quoi? Du coup, c'était vraiment un fémur? Ouais. Ok. Du bois. Il n'y a pas de surface, c'est ça qui est chiant. Il y a les foramen. Quelle marque! Attends, mais c'est ça. Oh, le mec, c'était un os. Les extinctions de masse sont étudiées depuis très peu de temps finalement au niveau de la recherche, parce que c'est quelque chose qui a été étudié d'abord par les paléontologues, qui a été mis en évidence par les paléontologues, et ça date du début des années 80. Donc finalement c'est 70-80 on va dire. Et donc c'est très récent d'un point de vue de la recherche. Et les biologistes avant, finalement, n'avaient pas vraiment conscience de ces extinctions de masse ou ne les prenaient pas en considération. Et puis là, avec ce qui se passe actuellement dans la nature, on se rend compte qu'on a des chutes de biodiversité à peu près partout sur la planète, que ce soit au pôle, au niveau des tropiques, au niveau de l'équateur. Enfin, on sait qu'on a des gros problèmes de biodiversité à l'heure actuelle. Et donc les extinctions de masse passées, celles qui ont eu lieu, la disparition des dinosaures, la crise permo-triassique, sont revenus un petit peu sous le feu des projecteurs et on a essayé de comparer ce qui se passe dans la nature actuelle avec ce qui se passe dans le passé. Alors, d'un point de vue purement méthodologique et de la compréhension, c'est très compliqué de faire un lien entre les deux. C'est-à-dire que ces extinctions de masse dans le passé, elles existent. On commence à savoir ce qui s'est passé à chaque fois. La crise Permo-Trias, il y a ces grandes trappes de Sibérie, ces grands basaltes, cette province magmatique qui va se mettre en place. Pour la crise Crétacé-Tertiaire, on sait qu'on a du volcanisme en Inde et on sait aussi qu'il y a une météorite qui tombe. Donc, on a les effets, on les observe sur la biodiversité et on a les causes. Mais on travaille à des échelles de temps qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans la nature actuelle. C'est-à-dire que nous, quand on travaille sur les extinctions de masse au niveau géologique, on travaille sur des périodes de 1 million, 2 millions, 3 millions, des fois jusqu'à 5 millions d'années pour expliquer ces extinctions. Et donc, quand on veut faire le parallèle avec ce qui se passe dans la nature actuelle, c'est très compliqué. Parce que dans la nature actuelle, donc, on a un pourcentage pour l'instant pas énorme d'espèces qui ont disparu. Par contre, elles ont disparu sur un temps très bref. Parce que là, quand on travaille sur l'extinction actuelle, sur ce qui se passe dans nos écosystèmes actuels, on travaille sur l'échelle de la dizaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années en fait. Donc l'écologie commence à avoir, les écologues commencent à avoir des données qui datent d'à peu près d'une cinquantaine d'années et ils peuvent la suivre dans le temps. Et là en fait on voit que même si ça ne correspond pas à un grand nombre d'espèces, on voit que les taux d'extinction, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui vont disparaître dans une période de temps donnée, on voit que les taux d'extinction qu'on a à l'heure actuelle sont beaucoup plus importants que les taux d'extinction qu'on mesure à l'échelle des temps géologiques au niveau des 5 grandes extinctions de masse. Pour l'instant, on n'a pas encore une extinction de masse, puisqu'on est encore là pour en parler, mais on est en plein dedans en fait, et ça a l'air d'aller très très vite, beaucoup plus vite que ce qui s'est passé il y a 66 millions d'années, quand les dinosaures non aviens ont disparu, les ammonites ont disparu, et ainsi de suite.
La différence avec les 5 grandes extinctions de masse que la Terre a connues, c'est que ce n'est ni l'activité volcanique, ni le changement du cycle carbone ou l'arrivée d'astéroïdes qui provoquent cette extinction, mais bien la déforestation, la surpêche, le changement climatique du fait des activités anthropiques, bref, l'humain. Et avant d'avoir atteint ce pourcentage de 75%, c'est l'ensemble des écosystèmes et de toutes les espèces qui s'y trouvent qui sont menacées, dont la nôtre.